tu nous parles de la méthode Connect. Tu as mis tes lunettes, tu as pris tes documents, ça doit être du sérieux, ça. C'est sérieux. Yannick, aujourd'hui, on reçoit Louise Clément qui a un parcours assez particulier. Hein? Ah ouais, Louise, écoute, Louise, elle a plusieurs cordes à son arc. Elle a travaillé chez Jolicoeur Lacasse, qui est un cabinet d'avocats avec qui Terrien Couture s'est mergé il y a quelques années maintenant. Et elle est chez Humance actuellement, où elle travaille beaucoup en animation de groupe. Elle a d'ailleurs animé avec nous certaines activités. C'est une spécialiste de la communication, dans le fond. C'est vraiment ça qui est le fer de lance de son expertise. Louise et Yannick, ça fait un petit bout de temps que vous vous connaissez, vous deux, hein? Oui, ça doit faire 4-5 ans, je pense, Yannick. Absolument. Depuis, à peu près, parce que depuis la fusion des deux cabinets, Terrien Couture et Jolicoeur Lacasse, Louise était chez Jolicoeur Lacasse à une époque avant qu'on fusionne. Puis il y a des associés de chez Jolicoeur Lacasse qui m'ont parlé d'elle puis qui m'ont dit « Il faut absolument que tu rencontres Louise. » On est tombé en amour au niveau professionnel, puis on a travaillé ensemble sur la planification stratégique du bureau, sur des rencontres avec les associés, le rendez-vous, toutes sortes de choses. Donc oui, on a eu l'occasion de se connaître un peu. Effectivement. Une belle rencontre professionnelle. Tu as été sur plusieurs CA, d'après ce que je comprends, dans ta vie. Oui, j'ai été sur plusieurs CA, des ordres professionnels, des organismes d'autoréglementation, des fondations. Puis maintenant, je siège sur une société d'État. Fait que la négociation, tu as eu souvent à faire face à ça? Bien, dans les CA, puis au sein des différents emplois que j'ai occupés, oui, effectivement, c'est des habiletés que j'ai dû développer avec le temps. Oui, puis ce qui est particulier, c'est qu'il y a différents paliers, disons, différentes structures avec lesquelles tu as dû négocier. Comment, justement, tu t'y es pris, toi? Je pense qu'en premier, c'est de prendre le temps de comprendre tu rentres dans quel environnement. Je pense que la première chose, notamment quand j'ai travaillé dans un bureau d'avocat, c'est différent du monde de l'immobilier où j'étais avant. Donc, c'est d'apprendre vraiment à travailler puis à se dire, OK, c'est quoi la culture? C'est quoi les rythmes? C'est quoi les comportements qui sont appréciés? Je pense que c'est la première chose. Comme ça, tu dégages une certaine vigie pour te dire, OK, ça, je peux aller là, ça, je vais moins là. Puis ça te permet vraiment de te positionner. Puis ensuite de ça, bien, tu te dénatures pas, mais tu comprends l'environnement, l'écosystème dans lequel tu évolues. OK, parce que toi, tu faisais pas partie des avocats, donc tu étais comme... Moi, j'étais la civile dans l'armée. J'étais la civile dans l'armée. Alors, effectivement, d'arriver, puis c'était il y a une quinzaine d'années, donc c'était pas naturel d'avoir des gens qui n'avaient pas une formation de droit, qui n'étaient pas avocats pour prendre certaines fonctions au sein de la gestion d'un cabinet. Donc, ça a pris certaines habiletés politique, un bon sens de la négociation, peut-être un peu d'influence, tout ça pour réussir à rester là une bonne dizaine d'années puis à être heureuse. Puis ce qui est le fun dans un bureau d'avocat, Richard, c'est que c'est vrai que c'est comme une armée, mais le problème, c'est qu'il y a pas de soldats, il y a juste des colonels puis des caporales, tu comprends? Fait que quand un civil arrive puis dit au colonel puis au caporal, un peu partout, voici comment je pense que ça devrait fonctionner, ça prend pas mal de doigté. Là. Il y a beaucoup de... Il faut que la communication soit adaptée à ce que tu veux amener puis à la négociation que tu veux enclencher puis aux objectifs que tu as. Là. Puis vous autres, est-ce que en tant qu'avocat, vous n'avez pas toujours votre petit chapeau de négociateur professionnel? C'est-à-dire, nous sommes des experts de négociation, on voit arriver quelqu'un qui est civil. Cette personne-là est aussi bien d'arriver ferrée parce que nous autres, on l'attend, on est des spécialistes. Ouais, ben écoute, je te dirais que c'est pas tous les avocats qui ont ça, mais d'après moi, on a un bon 80% auquel ça l'accroche plus ou moins, là, parce qu'en effet, les avocats, on a tous un peu une tendance à... On challenge rapidement, puis on va pas adopter les nouveaux comportements rapidement et facilement, fait qu'on va vouloir challenger ça un peu. Donc, c'est vraiment de la com, hein? C'est vraiment une forme de communication qui t'amène à établir un objectif commun puis vraiment développer vers quelque chose de plus grand. Là. Je pense que c'est un peu ça que tu as fait par expérience quand tu étais avec nous autres. Oui, puis de la com, pas juste de la com pour parler, pour plaider, mais de la com aussi pour entendre. De la com pour saisir un peu ce qui se passe dans l'environnement. Alors, c'était une adaptation, mais tu vois, après tout ce temps-là, je reviens avec plaisir rencontrer mes amis avocats. Mais on le dit, hein, la négociation, c'est de la communication, vous venez de le dire, mais toi, tu en as fait une spécialité aussi de communication versus négociation. Il y a différents trucs qu'on peut mettre de l'avant avant une négociation. J'aimerais ça que tu nous en partages un peu, en fait, de ton expérience. Bien oui, mais je pense qu'en premier, il faut apprendre un peu comment on est. Parce que si je ne sais pas qui je suis,
Ça va être bien difficile après ça de m'auto-réguler puis de me dire, OK, là, je suis en train d'embarquer dans un angle mort, peu importe. Une des choses que j'aime illustrer, c'est comment on réagit face à une situation problématique. Je te donne un exemple, Richard, tu vas prendre un axe des Y comme ça, puis tu vas prendre un axe des X comme ça. OK? Mettons les intérêts de l'autre. Mettons qu'on sera un couple. Ouais. Ou vous, qui c'est un trio. Mais peu importe. Un trouble. OK, on est là, on a l'axe. Alors ça, c'est tes intérêts. Donc, tes intérêts sont défendus, tes intérêts ne sont pas défendus. OK. Comme ça, mes intérêts ne sont pas défendus, mes intérêts sont bien défendus. Alors, tu as comme différents types de personnes qui vont réagir de façon différente. Tes intérêts comptent pas tant, mes intérêts comptent pas tant, je vais faire de l'évitement. OK. Tes intérêts comptent vraiment beaucoup, mais les miens ou ceux de mon entreprise comptent pas beaucoup. Là, je vais être dans l'accommodement. Je vais donner tout ce que tu veux. T'achètes la paix. Ouais. Regarde, qu'est-ce qu'il veut? Je vais lui donner. C'est tellement moins compliqué de le faire comme ça. Ah ouais. Par la suite, si ce ne sont que mes intérêts qui comptent, là, je suis peut-être un peu dans de l'affrontement ou dans de la confrontation. Mais il montrer. Il va savoir comment ça marche. My way or the highway. C'est vraiment comme ça. Puis si je vais dans l'autre niveau, c'est tes intérêts sont super importants, mais mes intérêts au sein de mon organisation sont tout autant importants. Là, on va aller dans la collaboration. Là, si vous me suivez, je vous ai dit qu'il y avait 5 types. Ouais. Donc, Il y a on en a fait 4. Ouais, il en manque un. Selon vous, ça serait lequel? On suit. Non, vous suivez quand même. Ben, sais écoute, pas. c'est où est-ce que les deux, c'est pas important? Le C'est ça compromis. qu'on dirait qu'il manque. Tu sais, le compromis, dans le sens où le compromis, si je vous demande de faire un compromis dans une négo avec moi, vous allez avoir l'impression d'avoir laissé des choses sur la table. Puis je vais sortir de la rencontre, puis je vais faire, j'ai aussi laissé des choses sur la table. Des fois, ça se peut qu'on soit là. Mais ce qu'on vise vraiment, c'est de la collaboration. Donc, j'ai vérifié vos intérêts, puis j'ai vérifié aussi les miens, puis on trouve une solution qui va nous amener à collaborer ensemble. Fait que c'est peut-être les 5 styles de situation. Donc, se connaître en premier, puis ensuite de ça, être vigilant quand tu arrives, parce qu'une négociation, c'est pas un long fleuve tranquille, là. Ça se passe jamais comme on avait prévu. Alors, c'est puis Yannick, t'en as fait de nombreuses. C'est super intéressant ce que tu dis, Louise, parce que il y a différents types de négociations dans lesquelles on intervient. Puis je vais te donner 2 exemples. L'exemple d'un litige, par exemple. Quand on arrive dans un litige puis qu'il faut régler le litige, il y a différents processus de médiation ou d'arbitrage ou de judiciariser qui peuvent se faire mettre en place. Et à l'occasion, on peut se présenter devant un juge en conférence de règlement à l'amiable. Et souvent, les juges vont nous dire, moi, aujourd'hui, si je fais ma job, là, vous allez sortir d'ici avec un règlement qui ne fera pas l'affaire de personne. Parce que vous allez justement être dans le compromis, puis on va avoir trouvé une solution qui, vous allez avoir été un petit peu plus loin que ce que vous étiez prêt à prendre, puis un petit peu moins loin que ce que vous vouliez, mais vous allez avoir trouvé une place où tous les deux vont avoir trouvé l'intérêt commun. Et ça, c'est, en litige, tu es souvent dans cette zone-là. Quand tu es dans une fusion, par exemple, comme quand on a fait la fusion, mais là, on était plus dans, on a des intérêts. Tous les deux, on a des intérêts. Les deux groupes ont des intérêts. Comment on peut rencontrer ces deux intérêts-là dans un objectif commun? Alors là, on va travailler sur les intérêts des deux. Mais dans différentes situations, tu peux dire, bien, dans la négociation comme telle, à certains endroits, tu vas peut-être dire, ton intérêt là-dessus est plus important que le mien. Donc, moi, je vais laisser aller sur ça. Je vais te laisser obtenir gain de cause. Puis souvent, on va l'utiliser stratégiquement pour dire, compte tenu que ça, c'était pas très important pour moi, je te le laisse, mais en échange, on va essayer d'aller chercher d'autres choses. Donc, ces niveaux d'interaction-là sont super importants dans la négociation pour être capable de trouver un deal global à la fin, tout dépendant du contexte. J'aime vraiment ce que tu dis parce que tu as parlé de 4 ingrédients. La communication. Comment la communication est super importante. Le but commun. De revenir au but commun. De revenir au but commun. Trop souvent, là, on va commencer à arrêter sur des détails, s'entêter, puis on oublie le but commun. Le 3e volet, qu'on a moins parlé, mais c'est tout aussi le climat de sécurité psychologique, que je peux dire franchement que ça, c'est j'ai moins d'intérêt, mais ça, je sens que tu as plus d'intérêt, de se sentir à l'aise aussi par rapport à ça. Puis le dernier, qui est aussi tout le respect des champs de compétences de chacun. Ouais. Je pense que ça, des fois, on est des fois dans l'émotion, dans des négociations quand ça ne tourne pas tout à fait comme on veut. Et je pense que c'est les 4 éléments qu'il faut toujours considérer pour s'assurer
quand on dérape un peu, de revenir. OK, est-ce que je communique bien? Est-ce qu'on a un but commun? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce qu'on peut parler puis je sens qu'on est en sécurité parce que notre but commun, on l'a bien matérialisé, on l'a bien cristallisé? Puis, fait que c'est vraiment des éléments qu'il faut considérer quand on fait de la négociation. C'est drôle parce qu'on dirait que j'entends même les couples. C'est des clés super importantes pour le couple, ça, tu sais. Même que, est-ce que c'est un bon moment pour en parler même? C'est là où on peut rentrer dans un champ miné, mais le lendemain peut être la bonne journée pour amener tout ça sur la table et dire, OK, reprenons nos négociations de couple. C'est important pour toi, ça? Moi, ça me dérange pas, mais ça, par contre, c'est important pour moi. Peux-tu laisser aller ce bout-là? Exactement. Oui, on est contents tous les deux. Faut que tu me parles maintenant tu nous parles des types de réactions. Bien, quand on arrive, parce que, comme on le disait, une négociation, puis on pourra même parler de certains exemples tantôt, mais si, par exemple, Yannick, je te disais, OK, on devait signer le deal aujourd'hui, mais le 31 décembre, il faut que tout soit signé, puis je te reporte ça au 1er juin de l'année d'après, là. Ouf! Là, toi, tu le sais, tout ce que ça peut impacter pour toi, pour l'organisation, pour les parties prenantes, pour les actionnaires et tout ça. Alors, souvent, il y a comme 3 réactions quand on vit un genre de choc comme ça. On appelle ça le fight, le flight ou le freeze. Puis on le voit même pour les victimes de gens qui ont des situations traumatisantes, là. Ouais. Alors à un certain niveau. Donc, le fight, ben, en tout cas, si tu penses qu'on va finir ça le 1er juin, puis c'est pas vrai, puis tu m'as pas compris, puis là, on s'emporte un peu. Le flight, c'est que là, on part, on fait de l'évitement. Là, on part un peu, là, puis on sort plein d'arguments qui ont peut-être pas tout rapport à notre affaire. Et le freeze, c'est que on jette. On bloque. On bloque. OK. Ça, c'est des réactions, des fois, parce que, tu sais, quand on fait des deals de millions de dollars, bien, on voit tous les impacts, puis ça se peut des fois que ça nous déstabilise. Je pense qu'à un moment donné, on y va, puis on prend de la pratique, puis je pense que tu en es un exemple vraiment flagrant. Mais je pense qu'à un moment donné, on sait que c'est des cycles normaux qui peuvent arriver dans une négociation, puis c'est jamais les mêmes, souvent. Toutefois, on connaît un peu comment on réagit. Donc, c'est toujours de revenir, puis de se refaire un check-up, puis de se dire, hey, Dans quelle situation? qu'est-ce qui se passe avec moi en dedans, là? Je suis en train de vouloir me battre. Je suis en train de vouloir éviter, là, parce que ça va être la faute de quelqu'un d'autre, puis je vais me dire, c'était pas de ma faute, c'est arrivé, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Ou je suis comme paralysée, puis j'avance pas. Okay. Donc, se faire un reset. Puis souvent, comme avocat ou quand tu es dans une équipe de négociation, quand tu es en train de négocier, par exemple, un deal d'affaires comme ça, plus important, puis tu as des gens autour de toi, c'est important que toi, tu te vois, mais c'est important que tu vois les autres et que les autres te voient aussi. Parce qu'à l'occasion, des fois, t'es mieux de te retirer pour dire, hey, là t'es dans ton freeze. Tu sais, où t'es enragé, je te comprends, ça vient te chercher, c'est émotif et tout ça. Ouais. Moi, souvent, l'expression que j'ai, c'est mets-toi dans la tête dans le frigidaire 5 minutes, là, puis quand on va sortir de là, tu vas avoir la tête froide, on va retourner à la table, puis là, on va être capable de réembarquer dans la négociation. Parce que, tu sais, je pense que c'est prouvé scientifiquement, là, je suis pas un expert, mais c'est prouvé scientifiquement dans une zone de stress, la zone du cerveau qui est utilisée rapetisse. Et puis quand tu es dans ces situations-là, souvent, c'est ça qui se passe. C'est que là, tu n'as plus de recul. Alors, prendre le recul nécessaire, c'est important pour l'équipe de dire, OK, viens Louise, là, on va prendre un 5 minutes ensemble, puis là, on va débriefer ça, puis après ça, on va être capable de revenir et on va être dans une meilleure situation pour arriver à nos fins. Comme les psychologues disent, par exemple, même avec les enfants, mais c'est pareil avec tous les êtres humains, si l'enfant est en situation de crise, tu peux pas négocier avec pour lui faire comprendre pourquoi, le pourquoi du comment. Il faut attendre que la crise passe. Et après, parce qu'il est dans l'émotion, il n'est pas dans son psyché ou dans sa pensée, là. Il est vraiment dans l'émotion. Exactement. C'est un peu la même affaire, j'imagine, en toute négociation. Si tu es dans l'émotion, tu vas avoir plus de difficultés à négocier de façon aisée. Tu sais, l'émotion est normale, Bien elle sûr. est nécessaire. C'est ce qui nous rend humains. Si je suis heureux, on a plein d'émotions, puis elles sont totalement nécessaires. C'est juste des fois de se dire, faut pas que mes comportements soient teintés par cette émotion-là. Donc, je suis déçue parce que ça fait 6 mois qu'on dit qu'on va signer le 31, puis je suis déçue parce que c'était vraiment important pour moi, puis je voulais partir 6 mois après ça en vacances. Tu sais, je suis déçue de reconnaître que c'est de la déception. Puis à un moment donné aussi, de pas que mes prochains comportements ne soient pas juste teintés par cette émotion-là de déception. Parce que l'humain, on a une capacité, on se fait des histoires. Des fois, là, en fonction d'une émotion, là, on va prendre toute une même ligne d'événements, puis on va la teinter selon notre histoire, qui est teintée selon notre émotion. Parce qu'on se projette dans le temps. Exactement. Puis on se projette dans la situation. Puis on interprète, puis on fait de l'insinuation, puis tout ça. Alors, tu sais, quand tu disais dire, OK, regarde, on va prendre 10 minutes la tête dans le frigo, ou encore dire,
Je sens que c'est important, Yannick. Je sens que ce bout-là, Yannick, c'est important pour toi. Tu voudrais-tu qu'on prenne 15 minutes, juste que tu aies le temps juste d'aller revoir tes affaires puis revenir dans la négociation, de se donner aussi cette zone-là qui nous permet vraiment d'échanger, puis de se mettre en empathie avec l'autre, puis de dire peut-être que je viens de le choquer avec le bout, je pensais pas que c'était important pour lui, puis ce bout-là, il est vraiment important, puis ça vient choquer même ses valeurs ou d'autres éléments. Donc, de s'offrir des zones comme ça pour respecter l'autre. Puis des fois, c'est des situations à première vue, on s'attend pas à ce que ça crée une réaction, mais si on n'a pas bien compris qui est notre interlocuteur, puis où sont ses zones justement, où son comportement va peut-être être altéré par son émotion, tu peux toucher quelque chose que tu n'aurais pas voulu toucher, puis que là, tout d'un coup, puis des fois, c'est par l'humour, des fois, c'est par quelque chose que tu vas dire. Donc ça, c'est super important. Puis tu sais, ce que tu dis à la base, c'est connais-toi, avant de débuter ta négociation, comprends ça va être quoi tes réactions, puis essaye de comprendre comme il faut ce que l'autre va vivre, puis comment va être l'autre aussi. Donc, ça nous amène à parler des types de personnalités. Oui, les types de personnalités, évidemment, tu as des personnalités beaucoup plus, je dirais, qui vont être des personnalités plus fortes et vraiment, les autres vont vouloir être straight to the point, pas de niaisage. Tu me dis ce que tu as à me dire, puis moi, je veux régler comme ça. T'en as d'autres qui ont plus besoin de peut-être mettre un setup, d'organiser, ils ont besoin de parler, ils ont besoin de verbaliser. Tu as d'autres personnalités que tout ce qui est important, c'est l'harmonie. Donc, quand ça commence à brasser un peu, là, ils sont pas nécessairement toujours à l'aise, puis ils veulent que tout se passe bien, mais des fois, il faut aussi être capable de se dire les vraies affaires. Puis tu as ceux là, qui ont besoin de temps pour réfléchir. Tu as toutes ces personnalités-là. Certains vont dire les couleurs, le disque, nos vols, les profils, mais puis on n'est pas juste une couleur. Hein? Ça, c'est vraiment important. Je peux avoir besoin de beaucoup de données parce que j'ai besoin de plus de sécurité, mais je peux être en même temps quelqu'un qui va avoir une personnalité un peu plus rouge, qu'on pourrait appeler. Ne tombons pas dans le piège de faire ça, mais allons aussi voir de l'autre côté. Nous, on travaille avec ce qu'on appelle des dérailleurs. Les dérailleurs, c'est souvent le côté, le dark side, ou le côté un peu moins, un peu plus, faut qu'il y ait une vigilance par rapport à ce que tu es. Donc, par exemple, quelqu'un qui peut être très sûr de soi, de façon générale, qui a une personnalité sûre de soi, en période de stress, va peut-être devenir un petit peu, se prendre un petit peu au sérieux. Quelqu'un qui peut être qui va faire attention, quelqu'un qui va vérifier tous les détails, peut-être qu'en période de stress, va devenir extrêmement pointilleux et là, va s'attacher sur des choses qui pourraient faire flopper une négociation, tout simplement parce que là, elle est dans sa zone de stress. OK, donc c'est connaître les personnalités, mais comment dire, dans leur mauvais moment. Où est-ce que ça transpose leur personnalité? Donc, mais de savoir c'est quoi notre dérailleur, de savoir notre propre dérailleur et d'être capable de voir le dérailleur de l'autre. OK, là, je sens là, qu'il est vraiment sur les détails. T'aurais-tu besoin qu'on revoie le budget ensemble? T'aurais-tu besoin qu'on regarde l'inventaire, mettons, dans une négociation de vente d'entreprise? Tu veux-tu qu'on regarde ça pour voir, là, pour te rassurer? Là, alors, de comprendre comment l'autre fonctionne. Puis nous, quand on est dans ces dérailleurs-là, un truc... Moi, je travaille avec plein de psys au bureau. Là. Je ne suis pas psy, mais je travaille avec plein de psys. Un truc d'une de mes collègues qui me disait, quand tu sens que tu es là-dedans, que tu es dans un câble, là, comme si tu étais un boxeur puis tu es dans un câble, là, pose des questions. Ça revient à l'écoute. Le meilleur truc, pose des questions. C'est comme une première date, ça. Exactement. Pose des questions. Parle pas trop. C'est ça, pose des questions. Écoute. Exact. C'est vraiment ça. Alors, tu sais, puis des questions, quel genre de questions? C'est vraiment là. Est-ce que tu aimerais avoir le budget? Oui, non. Oh, ça se peut qu'on jase pas longtemps. Mais quels sont les documents que tu aurais besoin pour qu'on puisse voir puis te donner, te rassurer par rapport à ce qui s'en vient? À ton avis? T'sais. Alors, on change le « est-ce que » par un « qu'est-ce que ». Tout le concept d'une question ouverte versus une question fermée. Exact. Puis il y a un livre extraordinaire qui est fait par Isabelle Laure, puis c'est une collègue qui sur l'art de la question. Parce qu'en fonction de ton intention, tu vas avoir des questions différentes. Des questions magiques. Quand tu dis à quelqu'un, Yannick, selon toi, là, tu rouvres le champ parce que je te demande ton opinion. À ton avis, Yannick, de quelle façon on pourrait faire ça? Alors, c'est vraiment d'y aller avec des questions. Ça se fait un peu comme une forme de respect aussi. C'est une preuve de respect. Tu valorises vraiment l'opinion de l'autre. Alors, c'est peut-être un des premiers trucs aussi, là, quand on se sent un petit peu là, dans les câbles, là,
Pose des questions. Ça t'offre des ouvertures. Absolument. Ça te donne un petit peu d'air aussi. Puis il faut faire attention à l'autre extrême de ça, que dans la question, tu viennes à imposer une position, puis là, tu imposes ta réponse. Donc là, on vient à la question fermée, la question ouverte. Tu sais, les avocats, de façon générale, on apprend ça assez rapidement parce que quand tu es devant un tribunal, il y a un moment où tu peux poser des questions ouvertes, un autre moment où tu dois poser des questions fermées le plus possible. Mais la question fermée, c'est parce que tu donnes la réponse dans ta question. Là, alors que si tu es en négociation puis que tu ne vas que sur ces questions-là, la personne qui est en avant de toi, elle va avoir l'impression que tu es en train de lui imposer ta vision, souvent, et là, tu n'atteindras pas ton objectif. Parce que si tu veux la faire intégrer ton idée, la faire adopter ton objectif, il faut qu'elle soit capable de s'exprimer, puis il faut que tu sois capable de l'écouter. Puis, un autre point qu'on oublie, parce qu'on est mal avec ça, c'est les silences. Dans vos couples aussi, là, un silence, des fois, là, on dirait qu'il y a de quoi qui ne va pas bien. Mais un bon silence, là, premièrement, des fois, c'est parce que vous avez posé une sacrée bonne question. Ou encore, c'est un moment que la personne a juste besoin de réfléchir à sa réponse. Mais on était habitué à combler les silences. Parce qu'on ne veut pas des creux de salon que j'appelle, là, tu sais, un petit trou là, où il n'y a comme pas de sujet. Mais valoriser les silences aussi, puis à la rigueur, de dire, écoute, je comprends que tu as peut-être besoin de temps pour réfléchir à ce sujet-là. De quelle façon je pourrais t'aider. Tu sais, allez-y. Mais le silence, c'est souvent aussi un atout en négociation. Il peut vous dire beaucoup, mais encore faut-il être à l'écoute. Ouais. Mais souvent, si je peux me permettre, au théâtre, c'est ce qu'ils disent aussi, hein, quand on joue, un silence est hyper payant parce qu'il est rempli, s'il est vécu et rempli, la suite de ce que tu vas dire, ça lui donne de la valeur. Exactement. C'est un effet de levier. Exact. Quand on plaide devant un tribunal aussi, à un moment donné, quand tu plaides une cause ou quelque chose, à un moment donné, le silence bien placé dans ta plaidoirie va avoir un impact. Des fois, tu fais un silence là-dedans, puis tu sens la tête du juge se lever ou les autres, puis là, voyons, qu'est-ce qui marche pas, mais dans le fond, tu as juste voulu attirer l'attention. Donc, c'est important de bien doser ces éléments-là. Ouais, parce qu'à un moment donné, on n'en vient qu'à faire juste du son. Absolument. On parle, puis ça devient du bruit. Ça, c'est tout aussi relié au niveau d'écoute. Parce qu'il y a des niveaux d'écoute. Ah, OK. Des niveaux d'écoute. Il y a l'écoute automatique. L'écoute automatique, à un moment donné, c'est l'écoute où... bla, 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 puis on n'écoute pas tant. OK. Je vous dirais, soyez vigilants. Là. Dans vos couples, des fois, ça peut être ça. On se le fait dire. Puis là, la conjointe arrive quelques jours après en disant « OK, puis finalement, on le fait-tu? » Puis là, vous faites « Mais de quoi elle parle? » De quoi elle parle? Dans ça, là, je dis oui. On le fait-tu? Oui. Oui, pas de problème. Ça coûte cher des fois, par exemple. De quoi elle parle? Donc, il y a l'écoute automatique. Après ça, il y a l'écoute, je dirais quasiment de confirmation. J'écoute, là. Ce que je prends, là, c'est juste qui confirme ce que je veux faire. Tu sais, ça, il faut faire attention parce que là, on a un biais. On a un biais qu'on prend juste les bouts qui nous tentent, puis on laisse tomber les autres bouts qui sont probablement importants pour l'autre partie avec qui on négocie. D'accord. Fait qu'il y a l'écoute aussi par rapport à ça. Il y a l'écoute empathique. Tantôt, Yannick, tu le donnais l'exemple. Te mettre à la place, qu'est-ce qui est important pour l'autre partie en négociation? C'est peut-être quelque chose que pas tant important pour toi, mais finalement, pour l'autre, ça a vraiment de la valeur. Donc, l'écoute empathique, c'est vraiment être capable d'aller chercher ça puis de se dire, OK, parfait, je peux faire des propositions qui font du sens. Puis ensuite de ça, on peut aussi aller avec une écoute qui est plus génératrice. Là, vraiment, là, j'écoute pour vraiment comprendre, amener des idées puis créer de la valeur dans ma négociation. Mais si je reste dans l'automatique puis dans la confirmation, je vais... Ma négo, le deal, on n'aura pas les conditions gagnantes. Mais si je monte un peu plus à d'autres niveaux d'écoute, il y a fort à parier qu'on va vraiment sortir de là parce qu'il y a toujours un après. Hein? Il y a toujours un lendemain d'une négociation. Soit qu'on négocie avec d'autres mondes, ou encore que ces gens-là connaissent beaucoup de monde. Qui peuvent t'aider ou te nuire. Exactement, exactement. Puis je ne sais pas si vous le faites, mais un des trucs aussi, c'est des fois, une fois que le deal est signé, de revenir et de se faire un post-mortem. Absolument. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qu'on a échappé? Qu'est-ce qui a bien été? Y a-t-il des choses qu'on aurait pu améliorer? Mais oui, absolument. Parce que c'est beau une connaissance de soi puis savoir que peut-être j'ai des dérailleurs ou je suis tel type de personnalité. Mais c'est quand tu fais une introspection que ça a toute sa valeur aussi. Puis tous ces concepts-là,
prennent un niveau de complexité quand tu fais une discussion sur Teams ou sur Zoom, puis que là, tu sens pas la personne de la même façon, ou tu es au téléphone, parce que là, tu n'as pas les mêmes... parce que vraiment, le visuel est important. Puis, dans le premier type d'écoute dont tu parlais, des fois, je regarde certaines personnes, puis je regarde leurs yeux, puis juste la façon que les yeux arrêtent de me regarder, je vois qu'ils passent à travers de moi, je sais que là, il m'écoute, mais il m'écoute pas. Là. Puis là, des fois, il faut que tu trouves la façon de comment je vais ramener ça. Parce que là, pour moi, c'est important ce que je suis en train de dire. Je suis en train d'amener quelque chose. Donc là, tu essaies de trouver une nouvelle façon. Des fois, c'est juste un mouvement. Des fois, c'est de changer un peu la vision que tu as ou la façon que tu amènes la question. Mais tout ça, c'est plus facile en présence que sur Zoom ou que sur les appels. Ouais. Puis c'est vraiment important d'être hyper attentif puis hyper vigilant à tous ces éléments-là quand tu es dans une séance de négociation parce que tu peux faire échapper un deal assez rapidement si tu fais pas les choses comme il faut. Là. Oui, puis il y a toute l'utilisation de la caméra quand on est en virtuel, l'utilisation, tu le sais, Richard, mais l'utilisation de la caméra. Si tu as 3 écrans, puis tes chiffres sont sur le 3e écran, puis que vous voyez une oreille pendant toute la discussion, ça se peut qu'on n'ait pas les conditions gagnantes. Connexion. Donc, ramenez tout ça près de la caméra, mettez vos tableaux là pour être sûr que vous êtes en connexion avec les gens. Puis si vous avez des sujets un peu plus difficiles, bien, n'hésitez pas à avancer un petit peu devant la caméra parce que si vous êtes loin, déjà, vous créez une distance. Alors, c'est des trucs aussi qu'il faut être vigilant. Quand on parle de se faire un reset, là, je suis où, ça ressemble à quoi, c'est quoi mon émotion, c'est quoi mon setup, c'est important en négociation. Là, OK, je ne veux pas parler de bouffe, mais Yann m'a dit qu'il faudrait parler de la tarte. Je me lance. On peut-tu parler de la tarte? Bien, on parle-tu de la tarte, Yann? Tu veux que je lance ou tu lances? Vas-y. OK. Je pense qu'à un moment donné, quand on est dans un système de négociation, on a une tarte X qui est grosse comme ça. Puis cette tarte-là, souvent, si, par exemple, Yannick, tu veux un peu plus d'une bout de tarte, bien, j'aurais pas le choix de rapetisser ma tarte à moi pour en donner plus à Yannick. Là, on fait du compromis, là. Vous vous souvenez, les 5 cadrans qu'on a parlé tantôt? Point là? de tarte, autrement dit. La pointe c'est d'artiste pour que l'autre en ait plus. Il veut ça, là. Ah, il veut rentrer un mois plus de bonheur. Ah, il veut pas de contrat d'exclusivité sur telle autre chose. Oups! Là, je commence à rapetisser ma tarte un peu. Ouais. Mais là, je vais sortir de là, puis probablement que Yannick, ça sera plus mon ami. OK. Alors, quand on est là, t'en as parlé tantôt, qu'est-ce qu'on peut rajouter à la tarte? Comment on peut faire grossir la tarte sur autre chose, sur d'autres éléments qui vont faire que j'aurai pas l'impression d'avoir que ma pointe est devenue plus petite, mais ma pointe, elle va grandir, même si la pointe de Yannick a grandi aussi. OK, donc c'est un peu comme think outside the box, si je comprends bien. C'est-à-dire, OK, on avait des paramètres X, mais on peut-tu inventer des paramètres Y? Soyons créatifs, puis allons voir s'il n'y a pas quelque chose alentour, si je comprends bien? Oui, absolument. Puis, tu sais, dans les fait, nous, souvent, de la façon qu'on le décrit, c'est on va faire 2 et 2, mais ça ne fera pas 4. Ça va faire 5. Parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va mettre nos efforts ensemble, on va avoir un objectif commun, puis en mettant, tu sais, quand des merges d'entreprise, c'est souvent ça, mais c'est des fois des négociations beaucoup plus simples que ça, puis tu te dis, OK, mais c'est quoi ton intérêt à me vendre tel actif ou à faire telle chose ou dans le couple? Là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a comme intérêt à aller souper chez ta mère à soir, mettons? Ben regarde, tu sais, si on va souper chez ma mère, je vais être heureuse, je vais être de bonne humeur, on pourrait se faire un beau souper vendredi. Tu sais, c'est nono. Mais là, c'est ça, tu think outside the box puis tu grandis. Mais ça, l'appliquer à la vie quotidienne, l'appliquer dans la négociation de business, tout ça, ça fait en sorte que tu fais une négociation qui est plus win-win, gagnant-gagnant. Parce que là, c'est pas... tu vas avoir moins de tartes parce que j'en ai plus. Ça va être, on va avoir tous les deux plus de tartes parce qu'on fait un deal ensemble. Et c'est ça qu'on essaie de chercher dans les négociations. Ouais. C'est pas toujours facile, puis tu peux pas le faire sur tous les éléments de la négociation. Non. Mais il y a certainement des éléments où tu dis, là-dessus, tu vas en avoir plus, là-dessus, je vais en avoir plus, puis là-dessus, on va en avoir plus ensemble. Donc, ça fait un deal global qui est intéressant. Donc, il faut rester focus sur son objectif, absolument, mais il faut rester ouvert à inventer, si on veut, l'inventer, c'est un peu large comme mot, peut-être des situations qui vont faire grandir les deux côtés ensemble en s'associant. Trouver la façon que les intérêts communs fassent en sorte que la finalité soit intéressante pour les deux. C'est ça qu'on cherche sur la réalité. Ça se fait en jasant avec le monde. Ouais. Puis en apprenant à connaître ce qui est important, leurs valeurs, notamment quand il y a des ventes d'entreprise. Des fois, ces éléments vraiment plus reliés aux émotions, au patrimoine, à la réputation qui vont être importantes. Donc, c'est important aussi de se dire, OK, parfait, peut-être que je peux
créer un poste pour le cédant qui ne sera pas dans l'entreprise, mais qui va faire rayonner peut-être la marque dans un certain milieu. C'était pas pantoute au deal, mais par exemple, le cédant, la personne qui vend son entreprise, pour elle, il veut continuer à être impliqué dans sa communauté, puis on ne trouve pas de moyens, mais des fois, ça peut être ça. Fait que la tarte est de la même grosseur. Elle a juste grossi, là. Ça ne m'a rien enlevé. J'ai juste créé quelque chose de différent qui va répondre aux besoins de l'autre. Puis ma tarte, elle n'a pas rapetissé pour autant. Tu me rappelles tellement une anecdote de négociation que j'ai vécue. À un moment donné, on fait justement une acquisition, puis il y a un employé qu'on doit se départir dans l'acquisition, mais c'est quelqu'un qui est sur le bord de la retraite. Puis il est prêt à partir de toute façon. Donc, c'est pas un débat important, c'est juste la façon qu'il faut le faire. Puis il faut le faire avec doigté parce que nous, tu sais, notre client arrive dans l'entreprise. Puis... Et là, on se retrouve dans une situation où cette personne-là est assise à une table avec nous autres de négociation. Puis là, on discute, puis on lui explique, écoute, tu sais, au niveau financier, on a mis ce qu'il fallait sur la table pour que tu sois heureux, puis on respecte les règles du jeu et tout ça. Nous autres, de notre côté, ça fait notre affaire que tu quittes dans cette optique-là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Puis on a fini par établir qu'il pouvait rester un ambassadeur pour l'entreprise, de rester quelqu'un qui serait attaché à l'entreprise, mais que lui, il était à une année d'avoir, c'est nono, là, d'avoir la montre qu'on donnait après X nombre d'années de service. Puis là, lui, il subissait une espèce de revers de ne pas s'être rendu là. C'était symbolique pour lui. Exactement, mais il comprenait qu'il fallait qu'il parte. Mais qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dit, écoute, on va te l'offrir, la montre, là. Tu l'aurais faite l'année. On lui a offert ça. Puis là, on avait un espèce de litige pendant qui a fini par être une belle opportunité que ce gars-là soit un ambassadeur de l'entreprise, continue à bien en parler bien, tout ça. Puis qu'en même temps, lui, on lui a dit, on reconnaît ce que tu as fait pour nous, merci beaucoup. Puis, fait que des fois, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire en sorte qu'on va grandir un peu le cercle. Tu sais, Yannick, on entend tout le temps, traite les autres comme tu voudrais être traité. Ça, c'est le genre de règle d'or. Moi, j'ai une règle qui va au-dessus de ça. Traite les autres comment ils voudraient être traités. Parce que ça se peut que la règle, elle soit pas, la montre, elle soit pas importante pour toi. Fait que tu penses pas d'aller jouer là-dedans. Exact. Mais lui, c'était super important. Alors, des fois, nos propres schèmes de référence sont pas toujours bons dans des discussions comme ça, parce que pour ce qui nous semble accessoire, futile, pour d'autres, c'est super important. Mais la seule façon d'y arriver, c'est la communication. C'est la seule façon. De se renseigner, de communiquer. Sinon, tu ne peux pas savoir que le monsieur voulait avoir la montre. C'est impossible. De ne pas présumer. Pas présumer. En terminant, Louise, il faut que tu nous parles de la méthode Connect. Tu as mis tes lunettes, tu as pris tes documents. Ça doit être du sérieux, ça. C'est sérieux. La méthode Connect, Yannick, si tu as le goût, on va jouer un jeu ensemble. C'est-à-dire qu'on va prendre une situation qui pourrait arriver en négociation, puis tu vas nous expliquer comment toi, tu pourrais le faire pour t'assurer que ça fonctionne bien. T'embarques-tu? C'est parfait. On va essayer d'être bon. On va regarder la méthode Connect. Vas-y. La méthode Connect, le premier C, c'est pour connecter. Okay. Donc, on va se prendre une situation fictive. On va reprendre l'exemple qu'on a donné tout à l'heure. On doit signer le deal le 31 décembre de cette année. L'autre partie te dit « No way, on signe ça juste au 1er juin de l'année prochaine. » Et là, toi, tu sais tout ce que ça peut impacter. Ouais. Donc, on va essayer de voir comment on pourrait faire une rencontre avec l'autre partie pour essayer de revenir au moins au 31 décembre ou trouver d'autres alternatives. OK, parfait. Donc, on y va avec le C de la méthode Connect. Donc, la première chose, c'est d'y aller avec une introduction de ta rencontre, un genre de brise-glace, vraiment pour connecter avec l'autre partie. Si tu avais une ou deux phrases pour connecter, tu dirais quoi si j'étais la personne qui veut t'amener au 1er juin? OK. Ben écoute, je suis content qu'on puisse se rencontrer aujourd'hui. On va avoir la chance de discuter sur... tu m'as parlé que tu voulais peut-être qu'on repousse un peu le deal. Je suis content qu'on puisse en jaser ensemble, qu'on puisse échanger puis qu'on puisse trouver qu'est-ce qu'il y en est. Donc, allons-y, c'est un bon moment. Qu'est-ce que tu en penses? Parfait. Super bon. Tu aurais pu aussi remercier pour le temps passé ou la rapidité avec laquelle la personne est arrivée. Fait que c'est vraiment parfait. L'autre bout, c'est le O de Connect, c'est l'objectif. Okay. Trop souvent, on arrive avec 7-8 objectifs. On veut tout régler dans cette affaire-là, mais là, notre enjeu présentement, ce sont les délais qu'on ne peut pas. Donc, tu nous résumerais ça comment l'objectif, si tu avais à me présenter l'objectif de notre rencontre? OK. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on doit faire, Louise, c'est trouver ensemble c'est quoi le meilleur, excusez l'anglicisme, le meilleur timing pour finaliser cette transaction-là. Puis donc, discutons ensemble de ton intention de repousser ça à une date plus tard en juin. Parfait. L'autre, on est toujours dans notre Connect. Donc, on a fait le C, on a fait le O, on va faire le N. Quand tu arrives pour le N de noter, c'est là d'arriver avec des éléments factuels.
d'être capable de donner des faits. Parce que la personne qui t'arrive, qui veut mettre ça au 30 juin, bien, elle pense que son idée, c'est la meilleure. Toi, tu veux finir ça au 31 décembre, tu penses que ton idée, c'est la meilleure. Donc, de quelle façon tu pourrais amener certains faits qui viendraient expliquer pourquoi tu préférais qu'on reste peut-être à la méthode du 31? OK. Bien, je pense que je pourrais dire, exemple, bien, regarde, il faut que tu tiennes en compte ou est-ce que tu as réfléchi au fait que de repousser la transaction de autant de mois va faire en sorte que ça va retarder le moment où on va pouvoir mettre en œuvre le plan d'action dont on a discuté pour la suite des choses. On a des enjeux qu'on doit régler, mais qu'on attendait de régler au moment où la transaction serait faite. Là, on va se retrouver dans une situation où des enjeux vont être tenus entre deux eaux, donc entre le mois de décembre et le mois de juin. Donc, il faut vraiment réfléchir à toutes les conséquences d'un report dans cette transaction-là. Parfait. C'est pas payé jusqu'à date, ça va tu bien. valides ta compréhension de l'événement. Donc, le N de noter, là, c'est d'amener certains faits. On n'est pas encore dans les impacts. On note certains faits. Puis, tu valides ta compréhension. Bien là, je veux juste comprendre qu'est-ce qui va se passer entre cette date-là et cette date-là. L'autre N de connect, c'est non à l'insinuation. OK. On est souvent porté à dire « J'ai entendu parler qu'il paraîtrait, c'est parce que tu préfères peut-être telle affaire ou telle affaire. » Quand vous êtes dans ce genre de choses-là, laissez faire les rumeurs, les candidatons, les affaires que vous avez entendu parler de la deuxième personne. Ne vous en tenez qu'aux faits. Comme ça, c'est difficile d'accrocher si on prend des faits que les deux parties connaissent. Fait que ça, c'est peut-être un truc là, dans le deuxième E. Puis là, on embarque avec, puis on était rendu là, c'est quoi les effets, donc le E de Connect, c'est quoi les effets puis l'impact d'amener ça au 30 juin, Yannick? Okay. Comment tu amènerais ça? Bien là, vraiment, il faut que tu comprennes. Là. Moi, si on retarde la transaction, ça risque peut-être de mettre en péril la finalisation de la transaction. Tu sais, on peut avoir négocié un financement. Je pourrais avoir négocié un financement qu'on a attaché maintenant. Là, il va falloir que je reparle aux banquiers. Je vais voir avec eux si vraiment ils ont un intérêt à nous suivre jusqu'au mois de juin. Tu comprends que ça peut avoir un impact significatif. Donc, en plus de l'impact que je vais avoir à l'interne de la situation de retarder, puis j'avais commencé à faire des annonces à l'interne que je vais devoir revenir déçu puis dire au monde, bien écoutez, là, finalement, on ne sera pas tout de suite en branle là-dedans, le plan d'action va être retardé. Donc, tu sais, c'est vraiment, les impacts sont vraiment importants. Donc, c'est de mettre ça sur la table, je pense. Là. Exact. Fait que là, on peut parler des impacts au niveau des ressources humaines, les impacts budgétaires, les impacts réputationnels. On peut venir parler des impacts parce que ça se peut que l'autre partie, elle voulait juste s'étirer, mais qu'elle ne sait pas les impacts. Fait que à ce niveau-là, tout ce volet-là, puis c'est là qu'on rentre en conversation. Ça te dit quoi? Quels sont les éléments que tu trouves importants par rapport à ce qu'on vient de dire? Et tout ça, puis là, on rentre en conversation. Puis donc, le dernier C de Connect et le T de terminer. Une fois qu'on a jasé de ça, trop souvent, on escamote le dernier bout. Donc, le T de terminer, Yannick, tu le finirais comment? Bien, moi, je pense que je finirais en disant, c'est quoi, comment on peut s'entendre sur une échéance qui va faire du sens pour toi et pour moi, que les intérêts communs qu'on a se retrouvent à ce moment-là. Donc, si on peut terminer ça, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on puisse s'entendre sur une date et qu'on mette nos équipes dans le travail pour qu'on puisse arriver à cette date-là et qu'il n'y ait pas de nouveau report. Donc, quelle est la date que tu veux établir puis comment on va le faire? Puis là, on va closer quelque chose dans ce sens-là. Parfait. Donc, de revenir avec notre terminé en disant, as-tu besoin de temps? Si oui, on se revoit-tu demain matin? On fait-tu un team demain matin? Alors, de finir avec quelque chose de clair. Parce que des fois, on ne le sait pas, what's next? Alors, c'est important de revenir avec ce bout-là. Fait que cette méthode Connect-là peut être bonne, même dans vos vies personnelles, peut être bonne aussi dans différentes activités de négociation ou juste quand on vient pour avoir des conversations, des fois qui peuvent s'avérer un petit peu plus confrontantes. Super. On est rendu au T, justement, Louise. Terminé. Ça a bien On été. termine. On se revoit quand? C'est On ça? termine. On se revoit quand, Richard? On se revoit à Québec. Merci encore. Merci beaucoup, Louise. Merci, c'était un beaucoup, plaisir. c'était vraiment le fun. Je pense que ce qu'on constate quand on écoute Louise puis plusieurs de nos invités, c'est que se connaître est hyper important pour être un bon négociateur. Parce que quand tu te connais, tu es capable de connaître tes réactions, tu es capable de connaître comment tu vas interagir avec l'autre. Et après ça, c'est de connaître l'autre, mais aussi de bien l'écouter. Puis ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y a plusieurs types d'écoute, plusieurs niveaux d'écoute, puis que c'est important d'être capable de comprendre comment l'autre nous écoute, puis comment nous, on écoute l'autre, pour être capable vraiment d'être au bon diapason, puis d'être capable de trouver le terrain où on va être en mesure de bien négocier avec les enjeux qu'on a. Donc, je pense que le type d'écoute qu'on va utiliser dans le cadre de la négociation est hyper important.